Who's next big heavyweight star? Tom Aspinall, the guy who just won the interim title. He's phenomenal. And he is, again, the next advancement of the evolution of the sport. He can do everything. That guy's got elite jiu-jitsu. He's got elite takedowns. His striking is outstanding. Un temps de combat moyen de seulement 2 minutes 02, le plus faible de l'histoire de l'UFC, toutes catégories confondues. Face à l'élite du MMA mondial, 100% de finalisation, toutes plus brutales les unes que les autres, pour une seule défaite sur blessure. Et en prime, tout ça à seulement 32 ans. Oui, Tom Aspinall est tout simplement terrifiant. Alors à l'heure où sa carrière est prise en otage, il est légitime de se poser la question, l'Anglais est-il destiné à devenir le plus grand poids lourd de tous les temps ? Nous allons répondre à cette question en 3 étapes. Pourquoi est-il si fort? Quel pourrait être son futur? Et enfin, est-ce que ce serait suffisant pour le considérer comme le GOAT des lourds? Commençons donc par le premier point, pourquoi est-il si fort? Le niveau de domination d'Aspinall dans la cage s'explique à mon sens par 2 principaux avantages. Le premier physique et le second technique. Parlons dans un premier temps de l'avantage physique. Tom Aspinall mesure 1m96 pour 1m98 d'allonge, des dimensions impressionnantes certes, mais qui ne font pas de lui non plus une anomalie au sein des poids lourds. En effet, si on prend le top 15 de la division, la taille moyenne des combattants qui s'y trouvent est de 1m93 et la longe moyenne de 2m01. Autrement dit, Aspinall est parmi les plus grands du top, mais n'a pas une allonge phénoménale pour la division. Et pour ce qui est de son poids, c'est un peu la même chose. Si on prend en compte la dernière pesée, Aspinall pèse 114 kg environ, contre une moyenne de 115 kg pour le top 15. Là aussi, il est légèrement en dessous. En somme, si on prend cette dimension en tant que telle, à l'exception de sa taille qui est supérieure à la moyenne, il n'a pas réellement sur le papier d'avantage physique sur le reste de la catégorie, au contraire même. Mais là où l'Anglais fait toute la différence, c'est sur sa forme physique. À l'exception de Cyril qui, à mon sens, est encore un cran au-dessus dans le domaine, il est sans aucun doute le poids lourd le plus athlétique de la catégorie. Là où presque tous les combattants de la division sont lourds parce qu'ils sont gras, lui ne l'est que très peu. Et naturellement, à l'image de Cyril, ça se ressent dans la cage. Pour un poids lourd, il est très mobile en combat et ajoute à cela une explosivité et une vitesse impressionnantes qui lui permettent de compenser son allonge relativement faible. Et en prime, il semble également très puissant physiquement, comme en témoignent ses KO et ses amenés au sol spectaculaires, même s'ils ne sont pas dus uniquement à ça, comme on le verra dans la partie technique. Enfin, comme je l'ai dit dans l'intro, il n'a que 32 ans, ce qui est très jeune pour être déjà dans le top d'une catégorie où on peut performer au plus haut niveau jusqu'à 37-38 ans. Et une fois de plus, si on le compare à la moyenne du top 15 de la catégorie, qui se situe à 33 ans et 6 mois, on comprend vite qu'il fait partie des plus jeunes de la catégorie malgré son très haut niveau. Donc oui, aussi effrayant que ça puisse paraître, il est fort probable qu'Aspinall ne soit même pas encore dans son prime. En résumé pour l'aspect physique, bien qu'il ait une allonge et un poids légèrement inférieur à la moyenne du top de la division, Aspinall s'illustre par ses capacités athlétiques presque inégalées dans la KT, couplées à une puissance physique impressionnante. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est même pas avec son physique qui fait le plus la différence. Parce que si l'Anglais est là où il en est actuellement, c'est avant tout pour son impressionnant avantage technique. Déjà, aux côtés de noms comme Fedor Emelianenko, Cain Velasquez, Stipe Miocic ou plus récemment John Jones, Tom Aspinall fait partie des rares dans l'histoire des poids lourds à pouvoir être considéré vraiment complet, techniquement parlant. Alors évidemment, quand je dis complet, c'est pas non plus au niveau d'Islam ou d'Ilia, mais il faut pas oublier que chez les 120 kg, au vu de leur gabarit physique, le niveau technique est inévitablement plus bas. Et d'ailleurs, parmi les 5 noms que j'ai cités, sur ce point, je le mettrai à la 3ème place, juste derrière Jones et Fedor, et devant Cain et Stipe. Et cet avantage technique ne sort pas de nulle part, puisqu'Aspinall a grandi avec les arts martiaux, ayant pratiqué dès ses 7 ans la boxe et la lutte, avant de se tourner vers le jiu-jitsu brésilien, et enfin le MMA. Donc forcément, comme tout combattant complet, il est très solide dans les 3 compartiments du sport. En striking, c'est avant tout par son anglaise qu'il s'illustre. J'ai parlé plutôt de ses KO, qui sont dus en partie à son explosivité, mais sa technique n'est pas à négliger. Il est extrêmement précis avec ses points et fait partie des rares lourds capables de produire de belles combinaisons. Son 1-2 notamment, direct avant, direct arrière, est particulièrement notable, comme en témoignent ses KO sur Jack Collier et plus récemment Marcin Tybura. Pour rester dans l'anglaise, il a également de très bons mouvements de tête et recul de buste, même s'il a un peu tendance lors de ces derniers à garder les mains basses. Et même s'il travaille assez peu au corps avec ses poings, ce qui en pratique n'est pas nécessairement une bonne chose, ça peut s'expliquer par sa capacité à mettre KO très rapidement à la tête. Enfin, pour terminer sur la boxe, je trouve qu'il est intéressant de noter qu'il a sparé à plusieurs reprises avec Tyson Fury, ce qui a sans doute dû le faire progresser pas mal dans le domaine. Et le reste de son striking n'est pas à négliger. Il utilise assez peu les kicks, même s'ils sont très puissants, mais par contre, il a un très bon clinch tie, aussi bien en coude qu'en genou, qui, à l'image du reste, sont rapides et puissants.
Pour conclure sur ce compartiment du jeu, une statistique intéressante à noter, Aspinall a le record de différentiel de striking dans l'histoire de l'UFC, avec plus de 5 coups significatifs d'avance par minute sur ses adversaires, ce qui est notamment permis par ses finishes rapides et les coups au sol infligés avant l'arrêt de l'arbitre. En somme, un striking chirurgical qui lui permet de remporter la quasi-totalité de ses victoires. Mais pour autant, sa lutte et son sol, même si on les voit plus rarement, sont loin d'être un reste. Commençons par la lutte, probablement là où il est le moins bon des deux. Dans le domaine, Aspinall mise sur le classique, mais sur l'efficace. 4 takedowns tentés à l'UFC, 4 takedowns réussis et seulement 2 techniques employées, le double leg et le body lock. Et s'il est à ce point efficace malgré la simplicité des techniques employées, c'est grâce à son excellent timing et à sa très bonne capacité à mixer la lutte au milieu des séquences de striking, en témoigne sa deuxième amenée magistrale face à Volkov. Défensivement, il est également à 100% niveau statistique, mais sur un échantillon trop faible pour être vraiment significatif, seulement 2 takedowns tentés par Spivak. Pour sa défense, il faut quand même noter que Paul Harbert a habituellement une précision de 65% pour les amener au sol, un pourcentage très correct. Et une fois au sol, c'est là qu'Aspinall montre tout son talent. Il a un très bon ground and pound, mais son jeu repose avant tout sur la recherche de soumission. En effet, l'anglais a un excellent niveau en jiu-jitsu brésilien, discipline qu'il pratique depuis son plus jeune âge, comme je l'ai dit plus tôt, aux côtés de son père Andy Aspinall, instructeur dans le domaine et ceinture noire 3e degré. Il est d'ailleurs lui aussi ceinture noire, et ce depuis près de 10 ans déjà. Et ça se ressent dès qu'il a l'occasion de mettre en pratique son expérience, comme le montre son straight arm lock face à Volkov ou son étranglement arrière face à Arlovski, qu'il place en quelques secondes à peine. En résumé, non seulement Aspinall excelle dans les 3 compartiments du MMA dans une division où le niveau technique est très faible en moyenne, et en plus, il est capable d'alterner parfaitement entre les différentes disciplines pour maximiser son efficacité. Et ça, c'est dû en partie au dernier point de cet avantage technique, sa très bonne intelligence de combat. Juste derrière John Jones, c'est sans doute le combattant avec le meilleur fight IQ de la catégorie. Bien qu'il soit meilleur que la majorité de ses adversaires dans tous les domaines, il choisira toujours celui où son avantage technique est le plus grand. Le meilleur exemple est sans doute une fois de plus son combat face à Volkov, qui est réputé pour être très dangereux debout, et face à qui il a rapidement mis en place sa lutte pour s'imposer. Autre preuve de son intelligence, quand couraient les rumeurs d'une montée de Pereira en poids lourd, il avait dit que s'il venait à l'affronter, il plongerait dans ses jambes dès les premières secondes du combat, là où beaucoup des adversaires du Brésilien choisissent de strike avec lui pour des raisons difficilement explicables. Autant dire que quand on cumule son expérience des arts martiaux longs comme le bras, ses capacités athlétiques phénoménales, son niveau technique exceptionnel et la manière dont il intellectualise le sport, difficile de nier que l'anglais est promis à un très grand avenir. Et justement, son avenir, parlons-en. Rentrons directement dans le vif du sujet et parlons de l'éléphant au milieu de la pièce. Aspinall va-t-il affronter John Jones ? Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les combats à faire d'ici fin 2025, je pense malheureusement qu'on a aujourd'hui plus de chances de ne jamais voir ce combat que l'inverse. En revanche, et c'est peut-être de la naïveté, mais je crois sincèrement que si Jones n'accepte pas le combat cette année, il sera destitué en 2026. On sait à quel point l'américain est un argument marketing de taille et un gros vendeur pour l'UFC, mais en revanche, comme en témoigne la pétition pour le destituer qui ne cesse de grossir, de plus en plus de fans, moi y compris, commencent sérieusement à être agacés par la situation. Donc aussi vendeur que soit John Jones, pour sa propre crédibilité, l'orga pourra pas faire durer cette situation beaucoup plus longtemps. Autrement dit, d'une manière ou d'une autre, je suis convaincu que la prise d'otage est bientôt terminée pour la carrière d'Aspinall. En revanche, on va pas se mentir, pour son héritage, prendre la ceinture des mains de John Jones aurait beaucoup plus de poids que d'être promu champion incontesté en cas de retraite ou destitution de ce dernier. Mais alors, si le combat avait lieu, pourrait-il le battre ? Et plus généralement, quelles seraient les chances d'Aspinall face à ses probables futurs adversaires dans les années à venir ? Commençons par Jones. Je l'ai brièvement abordé dans la vidéo dont je parlais plus tôt, je pense que le combat entre les deux hommes se jouera sur la capacité de Jones à amener Aspinall au 3e round ou au-delà, un contexte totalement inconnu pour l'anglais, qui n'a encore jamais dépassé le 2e round en carrière. Et pour ce faire, aussi bon soit-il en striking, Bones devra à mon sens miser sur sa lutte. En 93, il avait de bons déplacements, et cette mobilité couplée à ses oblique kicks et à sa grande allonge aurait pu lui permettre de rester hors de la zone de danger d'Aspinall. Mais en poids lourd, et en particulier dans son dernier combat face à Miocic, exception faite du finish, il a montré un net déclin en mobilité. Je pense donc que s'il voulait rester debout, même en gardant en tête de minimiser les risques, il se ferait connecter un moment ou un autre, d'autant plus qu'il n'a jamais vraiment affronté de gros punchers, encore moins avec une puissance similaire à celle d'Aspinall. Mais alors, pourra-t-il l'amener au sol ? Eh bien, à première vue, malgré les 100% de défense de takedown d'Aspinall, j'aurais envie de dire oui. Il l'a prouvé à maintes et maintes reprises, notamment dans ses combats face à Cormier. Jones est tout bonnement exceptionnel en lutte, défensivement, mais aussi et surtout offensivement.
Techniquement parlant, il est donc sans conteste au-dessus d'Aspinall dans le domaine, mais ce dernier pourrait compenser par une puissance physique supérieure. Je pense quand même que Jones réussira à l'amener, notamment en misant sur des takedowns bien timés, un peu à l'image de ce qu'il avait fait face à Cyril. En revanche, j'ai beaucoup plus de doutes sur le fait qu'il parvienne à maintenir Aspinall au sol indéfiniment, comme dans le premier round face à Stipe. L'anglais est plus fort et plus explosif, et ses attributs mélangés à son niveau en JJB lui permettraient sans doute de créer des scrambles pour se relever dès que Jones tenterait de créer du dégât avec ses coups dans le ground and pound, comme il a l'habitude de le faire. En effet, je trouve que l'américain a un jeu un peu plus axé sur le dégât que sur le contrôle, et dans ce contexte, ça pourrait lui jouer des tours. Je pense donc que dans les premiers rounds, il y aura inévitablement des moments où Jones devra faire face à Aspinall debout, et qu'il sera difficile de pas du tout se faire toucher dans ces moments-là. En résumé, je pense que si Jones parvient à contrôler Aspinall au sol et à le fatiguer pendant la majorité des 2 premiers rounds, le tout sans se faire toucher quand le combat se passera debout, il pourrait réussir à l'emporter. Mais qu'en pratique, ce scénario est quand même moins probable que celui où il se fait connecter par Aspinall debout dans ces 2 premiers rounds en question. Je m'aligne donc avec les codes du combat qu'on peut trouver en ligne, et je pense que Tom parviendrait non seulement à être le premier homme à vraiment battre Jones, mais aussi et surtout à le finir. Mais alors, après avoir enfin mis la main sur le titre de champion incontesté des lourds, quelle serait la suite pour l'anglais ? À plusieurs reprises maintenant, Aspinall a dit qu'il préférait prendre sa retraite trop tôt que trop tard, à l'image de grands champions comme JSP ou Khabib. Malgré ça, puisqu'il n'a que 32 ans et qu'il combat chez les lourds, une catégorie où, comme je l'ai dit plus tôt, le prime d'un athlète dure généralement plus longtemps, je serais pas surpris qu'il ne se retire que dans 3 ou 4 ans. Et dans cette période de temps, hormis Jones qui aurait donc pris sa retraite et Francis qui ne reviendra sans doute jamais à l'UFC, je ne vois que 4 noms capables d'être compétitifs contre Aspinall. Afin de déterminer quel pourrait être son avenir dans la catégorie, analysons donc brièvement ces 4 oppositions, de la plus simple à la plus difficile pour l'anglais à mon sens. À la 4ème place, Sergey Pavlovich. Ce combat a déjà eu lieu une première fois et son déroulé n'a pas réellement laissé place au doute quant au meilleur combattant des 2. Et très honnêtement, je pense qu'Aspinall serait plus dominant encore dans un 2e combat, car le russe surfait sur une série de 6 KO au premier round et était donc au sommet de sa confiance. Et qu'il s'agisse de ses combats depuis face à Volkov ou Rozenstruik, je l'ai trouvé plus hésitant et donc au vu de son style, moins dangereux. Je le mets donc à la 4ème place de cette liste, où il mérite tout de même de figurer à mon sens, au vu de sa dangerosité debout, avec laquelle il avait notamment touché Aspinall dans le premier combat. À la 3ème place, Alexander Volkov. Là aussi, un russe que l'anglais a déjà battu. Et là aussi, un russe que l'anglais battrait encore. Mais contrairement à Pavlovich, je pense que Volkov, quant à lui, réussirait à faire mieux dans une 2ème opposition. Dans le premier combat, il disait vouloir tirer Aspinall dans les derniers rounds pour capitaliser sur son expérience, ce qui en pratique était une bonne stratégie, mais ça l'a poussé à être beaucoup trop attentiste et à se laisser imposer le rythme du combat par Tom. En revanche, il a été beaucoup plus efficace face à Pavlovich, où il est venu avec la même stratégie, mais appliquée de manière différente. Beaucoup de mouvements et du volume, en anglaise et avec les kicks, pour frustrer. Avec cette approche dans une éventuelle revanche, je pense que Volkov pourrait tenir davantage et ne se faire finir qu'au 2e round. Non, blague à part, je pense qu'il aurait plus de succès ainsi, mais que oui, il se ferait quand même finir. À la 2ème place, Jailton Almeida. Depuis sa défaite face à Blades, beaucoup sont descendus du train brésilien. Mais j'avoue que de mon côté, aussi surprenant que ça puisse paraître, cette défaite m'a encore plus fait me dire qu'Almeida était une menace dans la catégorie. Parce que oui, faire tomber 9 fois en 13 tentatives Curtis Blade, qui est reconnu pour sa lutte et qui jusque-là n'avait été amené que 4 fois au sol en prix de 20 combats UFC, le tout en faisant 5 kilos de moins, pour moi c'est totalement lunaire. Très clairement, exception faite de Jones peut-être, Almeida est selon moi le meilleur lutteur de la catégorie et un des tout meilleurs de l'UFC au global, comme en témoignent ses records en temps de contrôle et en temps passé en top position. Je pense donc qu'à l'image de Jones, il parviendrait à faire tomber Aspinall. En revanche, même si Almeida est lui aussi très bon dans le domaine, le niveau exceptionnel de l'anglais en JJB et le différentiel physique rendraient une soumission difficilement envisageable, et je ne le pense pas non plus capable de terminer en ground and pound. Il parviendrait donc sûrement à durer un peu plus face à l'anglais, mais finirait lui aussi par se faire mettre KO, puisque comme l'a montré son combat face à Blades, il a pas l'air d'avoir un menton exceptionnel. Et donc, à la première place, Cyril Gane. Malheureusement, après ses 2 dernières performances, une bonne partie du public français a pris l'habitude de cracher sur Cyril, le qualifiant de fraude ou je ne sais quel autre terme très élogieux. Mais je crois qu'une bonne partie de ces gens ont oublié qui est Bon Gamin. Techniquement parlant, c'est simple, Cyril est de loin le meilleur striker de la division actuellement, et sans aucun doute un des meilleurs de tous les temps dans la KT. J'en parlais en début de vidéo, il est plus athlétique encore qu'Aspinall, et là où ce dernier bouge comme un middleweight, lui bouge presque comme un lightweight. En revanche, faut quand même être objectif, c'est clair qu'en lutte et au sol, on est clairement un cran en dessous. Toutefois, je pense que ces dernières années, il travaille beaucoup dans l'ombre sur ses lacunes, comme en témoigne son voyage au Bahreïn récemment, et qu'on pourrait bien être surpris à son retour.
Alors attention, je dis pas qu'il pourrait soumettre Aspinall, je pense même d'ailleurs sincèrement que si le combat touche le sol, Cyril aurait de grandes chances de se faire terminer. Mais en revanche, je pense qu'il a dû bien progresser. Mais donc concrètement, pourquoi mettre le français à cette première place des adversaires qui poseraient le plus de soucis à Aspinall? Bon déjà, je préfère le préciser, face à Cyril aussi, Aspinall serait favori, à minimum 60-40. En revanche, s'il y a bien un combattant aujourd'hui chez les lourds qui aurait les armes pour amener Aspinall en eau profonde entre guillemets et lui faire découvrir le 3e round et au-delà, c'est bien le français. Progrès ou pas, il est probable qu'Aspinall réussisse à l'amener au sol s'il parvient à lui mettre la main dessus, mais pour ça, faudrait déjà y arriver. Je vous l'apprends pas, Cyril est extrêmement mobile, et s'il a réussi à ne pas se faire connecter par Francis en 25 minutes, je pense qu'il pourrait peut-être réitérer l'exploit face à Aspinall. Je précise, je dis peut-être parce que je pense que le Camerounais a davantage la foudre dans les mains, mais que l'Anglais est plus explosif, et serait donc plus à même de couvrir la distance rapidement et de surprendre Cyril. Je pense donc qu'actuellement, et d'ailleurs ça devrait pas bouger d'ici la retraite de l'Anglais, Cyril est l'adversaire le plus coriace pour Aspinall, et qu'on aura sûrement droit à plus d'une opposition entre les deux, tant il me semble un cran au-dessus du reste de la KT. En résumé, Aspinall a donc sur le papier toutes les cartes en main pour terminer sa carrière sans défaite supplémentaire, exception faite d'une nouvelle blessure à la jambe. En prenant en compte son rythme de combat classique pré-John Jones de 2 combats par an environ, s'il prenait sa retraite d'ici 3-4 ans, il lui resterait jusqu'à 8 potentielles victoires. Ça amènerait donc son palmarès à 23-3, dont 16-1 à l'UFC, et surtout avec 10 victoires dans des combats pour le titre. Bon, maintenant que c'est dit, redescendons quand même sur terre une minute. Aussi talentueux que soit Aspinall, ça reste les poids lourds et un mauvais coup est très vite arrivé. En étant réaliste, j'aurais donc quand même du mal à le voir enchaîner encore 8 combats sans défaite, et je pense qu'un 7-1 ou 6-2 aurait plus de sens. Mais alors, est-ce que ce serait suffisant pour faire de lui le god des lourds? Pour cette 3e et dernière partie, il est pertinent à mon sens de diviser la question en deux. Serait-il le god des lourds à l'UFC, et si oui, serait-il le god des lourds tout court? Commençons par la première question. À l'heure actuelle, pour une bonne majorité des gens, chez les lourds, le god de l'UFC est Stipe Miocic. Et avec un palmarès de 14-5 au sein de l'organisation et 6 victoires dans des combats pour le titre, dont 3 consécutives le record, difficile de dire le contraire. Cain Velasquez aurait sans doute pu prétendre à ce titre à sa place, mais ses blessures à répétition en ont décidé autrement. Et honnêtement, aussi impressionnante soit la carrière de Stipe, si Aspinall accomplit ce dont j'ai parlé plus tôt, il deviendrait sans l'ombre d'un doute le plus grand poids lourd à avoir foulé la cage de l'UFC. Mais serait-il le plus grand tout court pour autant? Ai-je vraiment besoin de vous présenter Fedor Emelianenko, le dernier empereur, l'homme qui a sans doute eu le règne le plus impressionnant de l'histoire du MMA, toutes catégories confondues? Fedor, c'est 47 combats en carrière, dont 40 victoires. Déjà, ça pose les bases. Et comme si c'était pas déjà assez impressionnant, parmi ces 47 combats, il a enchaîné, probablement durant l'ère la plus compétitive de l'histoire des lourds, une série désormais mythique de 30 combats sans défaite. Et bien que certains de ses adversaires à l'époque n'aient pas vraiment été à la hauteur, il a affronté presque tous les noms les plus redoutés de l'époque. Mirko Cro Cop, Mark Hunt, Kevin Randleman, Mark Coleman ou encore Minotauro Nogueira, pour ne citer qu'eux, dont certains à plusieurs reprises. En résumé, malgré sa fin de carrière difficile, où il a combattu en étant loin de son prime et qui lui a d'ailleurs sans doute coûté une partie de son héritage, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer Fedor être détrôné en tant que god des poids lourds, toute organisation confondue. A mon sens, Aspinall pourrait donc s'installer comme le god des lourds à l'UFC et le numéro 2 tout court. Et d'une certaine manière, il y peut pas grand chose. Ce qui ferait la différence entre les deux, ce serait l'adversité rencontrée. Malheureusement pour lui, Aspinall arrive dans une époque où les poids lourds, à quelques exceptions près, n'auraient tout simplement pas rivalisé avec ceux de la génération de Fedor. Mais si Aspinall ne sera probablement jamais le plus grand, est-ce que cela veut dire forcément qu'il ne sera pas le meilleur pour autant? Lorsqu'on parle du débat du GOAT, il faut à mon sens distinguer d'une part la grandeur, caractérisée par le niveau technique certes, mais aussi et surtout par les accomplissements, du niveau pur en lui-même. Par exemple, si on prend les lourds à l'UFC, Stipe est le GOAT par ses accomplissements, mais Cain était sans doute un meilleur combattant. Autrement dit, Fedor restera sans doute à jamais le plus grand lourd par ses accomplissements, mais à son prime, aurait-il battu Aspinall? Alors je me permets de faire un disclaimer avant, il est très difficile de répondre à ce genre de questions, puisqu'il s'agit de deux époques bien différentes, ne serait-ce que par les règles. Fedor a fait une bonne partie de sa carrière au Pride, où plus de coups étaient autorisés qu'à l'UFC, les penalty kicks par exemple. Et ce qui rend le fait de répondre à cette question encore plus difficile, c'est que malgré son grand nombre de combats, Fedor n'a pas affronté de profil similaire à celui d'Aspinall, sur lesquels on pourrait se baser pour analyser cet affrontement théorique. Il a beau avoir affronté de gros gabarits, Hong Man Choi en tête, mais aussi Tim Sylvia et la légende du kick hollandais Semi Shield, aucun n'était aussi complet en MMA qu'Aspinall.
Et évidemment, c'est la même chose pour ce dernier qui n'a jamais affronté quelqu'un du niveau de Fedor. Si on veut répondre à la question, on est donc obligé de se plonger un peu dans ce futur affrontement. D'un point de vue technique, je pense qu'Aspinall aurait eu l'avantage en anglaise et Fedor en lutte. En revanche, d'un point de vue physique, difficile de pas pencher du côté d'Aspinall. 1m96, 1m98 d'allonge et 114 kg pour l'anglais contre 1m83, 1m93 d'allonge et autour des 105 kg à son prime pour le russe. En résumé, je pense que Fedor Prime est un peu supérieur à Aspinall techniquement parlant, notamment grâce à sa lutte, mais que Tom aurait compensé ce déficit en compétences par son net avantage physique. De ce fait, il aurait sans doute été légèrement favori, à 55-45 par exemple, dans un affrontement théorique entre les deux hommes. Ainsi, si Aspinall poursuit sa domination, il est fort probable qu'il se retire en tant que God des lourds à l'UFC, deuxième plus grand toute organisation confondue derrière le dernier empereur, mais peut-être meilleur combattant que la division ait jamais connu. Que le combat face à Jones ait lieu ou non, au final, peu importe. S'il continue dans cette lancée et qu'il n'est pas freiné par une nouvelle blessure, nul doute qu'Aspinall finira par écrire son nom dans les livres d'histoire du MMA. Alors suivons sa carrière de près, parce qu'il est probable que sans qu'on le sache, on soit en train d'assister à l'avènement du poids lourd le plus terrifiant que le MMA ait jamais connu.